14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Marianne Erize a été enlevée par 3 hommes. Elle a été emmenée à la Marquesita, une caserne militaire utilisée comme centre de torture clandestine à San Juan. Elle a été torturée et violée par Jorge Oliveira. Elle a aussi été assassinée. Bonjour, Marie-Anne Erize. Ce nom ne vous dit peut-être rien. C'était une jeune femme à la beauté lumineuse et moderne. En ce début des années 70, sa carrière semblait toute tracée. Elle commençait à faire la une des magazines féminins et on lui prédisait un destin de top modèle international. Cette Française, née en Argentine, allait conquérir les podiums avant que son destin ne bascule définitivement. Marie-Anne Erize va ainsi faire partie des 30 000 disparus des années 70 en Argentine. Des hommes, des femmes, des enfants, enlevés parfois sur simple dénonciation. Évaporés sans laisser de traces le 15 octobre 1976, Marie-Anne avait 24 ans. C'est son histoire méconnue que je vous raconte aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle été enlevée? Que lui est-il arrivé? Pourquoi son bourreau a-t-il échappé si longtemps aux autorités françaises? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Marie-Anne Erize. Cette jeune Française s'est déjà fait un nom dans le monde de la mode, en Europe et en Amérique du Sud. À l'automne 1976, elle disparaît brutalement en Argentine, le pays où elle est née. Ce vendredi 15 octobre 1976, en milieu de matinée, une jeune femme très mince, longs cheveux châtains et yeux verts, belle et gracieuse, franchit le seuil d'une petite boutique de réparation de bicyclettes, en plein centre de la ville de San Juan, à l'extrême ouest de l'Argentine. Marie-Anne Erize s'est installée dans ce coin perdu il y a 4 mois. Cette Française de 24 ans, née en Argentine, travaille ici dans des oliveraies. Elle donne aussi des cours d'alphabétisation et de français aux plus démunis. Marie-Anne veut faire réparer les freins de son vélo. Elle le confie à la boutique et repassera le prendre à midi. 2 heures plus tard, elle est au rendez-vous. Elle règle la facture, sort du magasin, mais n'a pas le temps de se mettre en route. Un homme lui saute dessus, essaie de la saisir par le bras. Le patron de la boutique, Domingo Palacio, essaie de s'interposer, mais il est aussitôt collé au mur par 3 autres hommes armés. La Française se débat, crie, appelle au secours. Elle est jetée à l'arrière d'une Ford Falcon de couleur claire, elle-même suivie par 2 autres voitures. La vendeuse du kiosque à journaux de la rue Tapia est la dernière personne à apercevoir ce jour-là vivante Marie-Anne Erize. Les témoins de l'enlèvement n'ont guère de doute sur l'identité des auteurs, des policiers ou des militaires en civil qui font la chasse à tous les opposants à la junte au pouvoir. Gauchistes bien sûr, mais aussi progressistes, amis des pauvres, religieux, opposés à la violence, etc., etc. Les rapts perpétrés par ces commandos de l'ombre se multiplient, faisant régner la terreur dans tout le pays. Le lendemain de l'enlèvement, l'appartement de Marie-Anne Erize, rue Sabatini, est perquisitionné. Les meubles sont emportés, les propriétaires seront enlevés à leur tour. 5 jours plus tard, 15 hommes armés font irruption chez les parents de Marie-Anne à Buenos Aires. Le couple de Français, installé depuis des lustres avec leurs 6 enfants en Argentine, doit s'allonger sur le sol. Les Erize ignorent alors tout de l'enlèvement de Marie-Anne. Le logement est perquisitionné. Un homme menace de condamner leur fille à mort et de la jeter à 2 mètres sous terre. Marie-Anne Erize a disparu alors que 4 ans plus tôt, sa silhouette s'affichait sur les couvertures des plus grands magazines d'Amérique du Sud et d'Espagne. À cette époque, elle a tout juste 20 ans. Elle est le mannequin qui monte. Elle tourne quelques publicités pour la télé. Elle voyage beaucoup, séjourne à Paris, fréquente les discothèques et les cabarets, pose avec le chanteur Georges Moustaki, fait des photos de mode à Madrid, à New York ou au Brésil, jusqu'à ce qu'elle décide de laisser tomber cette vie facile. En 1973, elle a rencontré Daniel Rabanal, étudiant en architecture, opposant au pouvoir en Argentine, proche de l'organisation des Montaneros. Quand celui-ci est arrêté, 3 ans plus tard, pour son activisme, le jeune homme n'a jamais tué qui que ce soit. Marie-Anne, qui partage ses idées, sait qu'elle sera elle aussi tôt ou tard interpellée. Elle choisit de se réfugier à San Juan, tout d'abord chez l'ex-consul honoraire de France, un ami de son père. Elle est alors persuadée, à tort, que personne n'ira la chercher dans ce coin paumé de l'Argentine.
Et voilà donc pour la disparition de Marianne Herries ce 15 octobre 76, affaire qui va donner lieu, on va le voir, à une longue et spectaculaire enquête qui va suivre. On s'arrête pour le moment sur le début de cette histoire et on commence avec vous, l'un de nos invités dans l'heure du crime aujourd'hui, Philippe Broussard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Vous êtes sans doute le meilleur connaisseur, on peut le dire comme ça, de cette histoire. Vous êtes l'auteur du livre La disparue de San Juan qui est paru chez Stock. Et c'est vous qui avez d'ailleurs révélé au grand public en grande partie cette histoire qui reste encore méconnue. Alors j'ai rapidement brossé la trajectoire de Marianne Herries, française mais grandie en Argentine. Qui est-elle, cette jeune femme ? Alors, il n'y a pas une Marianne, il y a plusieurs Marianne. On a l'impression. Oui, oui, vous avez beaucoup parlé de sa période mannequin, si j'ose dire. Sa première période. C'est sa première période qui a été relativement brève. En marge de cette vie-là, elle avait une vie sociale très active et notamment en direction des bidonvilles. Elle était très impliquée dans des actions sociales auprès des plus pauvres. Et de certains religieux qui précisément voulaient aider ces populations en très grande difficulté. C'est dans ce contexte-là que petit à petit elle a été amenée à connaître des gens qui étaient des militants politique à la gauche de la gauche, dirons-nous aujourd'hui, et donc à basculer dans une autre forme d'activisme. Donc elle avait ces deux vies, d'une certaine manière, mais qui, pour autant, elle n'a jamais perdu le contact avec la France. À la maison, chez les Herries, on parlait français. On parle français. On parle français, on s'intéresse à ce qui se passe en France. Elle a effectué plusieurs séjours ici, en France. Elle a fréquenté aussi bien des pauvres dans les bidonvilles, les villas, comme on dit en Argentine, de Buenos Aires, que des personnalités très connues. Par exemple, le guitariste de flamenco, Paco de Lucia, qui est vraiment la star absolue du flamenco. Et donc, voilà, Marianne avait plusieurs personnalités, et même sa propre famille, que je connais très bien pour les raisons que vous avez indiquées, n'a pas toujours pris la mesure de ces différentes vies. Elle compartimentait énormément. Elle compartimentait. Il faut noter que sa mère est une catholique convaincue, très chrétienne, et qu'on est dans cette fibre, etc., d'aider les pauvres, etc. C'est une famille qui se préoccupe de son prochain. Elle a été élevée dans ce milieu. Dans ce milieu, la famille a vécu à une époque dans le nord de l'Argentine, du côté de Misiones, pour ceux qui ont le souvenir du film Mission, ça, c'est dans ce décor-là, en quelque sorte, dans des zones très pauvres, au plus près de des paysages spectaculaires. Voilà, et de populations indiennes. Et la famille Herries, qui était la seule famille française dans ce coin-là, qui habitait une sorte de grande maison en bois, quasi au milieu de la jungle, eh bien, était connue pour accueillir chaque semaine les enfants défavorisés, notamment d'origine indienne. Donc, Marianne était profondément croyante, elle-même, et était dans cette fibre-là. Dans cette fibre sociale du catholicisme. Bonjour maître Sophie Thonon. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de la famille Herries et on va voir que votre rôle a été capital dans cette histoire. On va en reparler des actions que vous avez menées. Vous êtes, je le précise, une avocate engagée dans la défense des droits de l'homme et en particulier en Amérique latine où vous traitez beaucoup de dossiers. C'est un pays, un continent que vous connaissez parfaitement. Un petit mot, maître Thonon, il faut quand même remettre dans son contexte historique cette histoire et cet enlèvement. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. On est dans des années terrifiantes en Argentine. Alors effectivement, si on dit toujours que la dictature argentine, la dernière, a commencé le 24 mars 1976, en fait, elle a été précédée de 2 années pendant lesquelles a sévi un groupe fasciste qu'on appelait la AAA. L'Alliance anticommuniste argentine, qui a beaucoup, ouvert la porte aux méthodes de la dictature. Et c'est celles-là qui vont être effectivement reprises, ainsi que des décrets, les derniers décrets du gouvernement d'Isabel Perón contre, effectivement, la lutte contre la guérilla. C'est ça. Donc ça s'ouvre à cette époque. Voilà, c'est ça. Donc là, on est en pleine chasse, si je peux dire, aux opposants, de tout poil d'ailleurs. Hein, je l'ai dit, c'est pas uniquement des groupes gauchistes, etc., ou des groupes terroristes. Encore un mot, maître Thonon. Elle a cette rencontre amoureuse
Marianne avec cet homme qui fréquente, qui fréquente des groupes un petit peu extrémistes. Ça change tout pour elle. C'est à ce moment-là qu'elle va être fichée comme opposante, si j'ai envie de dire. Alors, vous savez que la répression de la dictature argentine a été fondée sur le secret, la clandestinité, l'occultation absolument de tout. Donc, il est fort probable que, à partir d'une personne, Rabanal par exemple, mais il y en a peut-être eu d'autres, à ce moment-là, la chaîne de l'information ait été remontée et que Marianne soit apparue dans l'écran et apparaisse répressif. Dans le radar répressif. Encore un mot, Philippe Brossard. Dans le calendrier de ce qui a pu se passer, il faut préciser une chose importante, c'est que le couple a d'abord vécu à Buenos Aires avant d'aller s'installer à Mendoza, une autre grande ville argentine, mais plus petite bien sûr que Buenos Aires. Et là, Daniel Rabanal a été arrêté. Et Ariane, d'un seul coup à Mendoza, s'est retrouvée toute seule. Et avec d'autres militants des Montoneros présents à Mendoza, ils sont partis à San Juan. Une ville encore plus petite. Et là a sans doute été l'erreur pour elle et pour d'autres militants. Et j'ai envie de dire, Philippe, comment ne pas la repérer, cette jeune femme qui a une allure totalement européenne. J'ai pu retrouver à San Juan des gens qui la connaissaient à l'époque, qui faisaient partie du même milieu clandestin et qui d'ailleurs ne la connaissaient pas sous le nom de Marianne et ne savaient pas qu'elle était française. Elle était appelée Lucia. Son nom de militante était Lucia à San Juan. Et ces gens-là me disaient, mais avec le recul, c'est pas possible. Une fille aussi belle dans les rues de cette petite ville, avec ce côté un peu étranger quand même, sans doute français, ça se remarque tout de suite. Marianne Eriz va faire partie des 30 000 disparus des années 70 en Argentine. Des hommes, des femmes, des enfants, enlevés parfois sur simple dénonciation, évaporés sans laisser de traces. Il va falloir des années pour retrouver celle de la Française. Le 22 octobre 1976, soit une semaine après l'enlèvement de sa fille, René Eriz a alerté le consulat de France, puis déposé des plaintes dans les commissariats de San Juan et celui de la province de Mendoza. Démarches qui ne vont alors connaître aucune suite. À l'époque, les Eriz n'ont pas été officiellement alertés de la disparition. Ils ne disposent en tout et pour tout que d'une lettre anonyme, les informant du rapt de leur fille. Marianne fait partie des quelques 80 personnes qui ont disparu à la même période à San Juan. La jeune Française aurait été violée à la Marquesita, un centre de torture clandestin en lisière du désert, assassinée puis sans doute enterrée dans un coin reculé. Les investigations sont impossibles et aucun des noms de ces militaires en civil qui sévissent dans la région, le commando RIM 22, ne sont dévoilés. René Eriz mourra sans savoir ce qu'est devenue sa fille, confiant à son épouse Marie-Noëlle la mission de retrouver les coupables. 7 ans après l'enlèvement et alors que l'Argentine retrouve la démocratie, un avocat est chargé par la France de se pencher sur les dossiers de 15 compatriotes disparus sous la dictature. Pendant 16 ans et demi, maître Horacio Mendes Carreras va ainsi remuer ciel et terre pour savoir quel sort a été réservé à Marianne Eriz. En 1986, il obtient l'ouverture de 2 procédures, l'une civile, l'autre militaire. L'avocat a identifié les officiers qui faisaient régner la terreur à la tête du commando RIM 22. Plusieurs noms surgissent, mais c'est un certain Georges Oliveira qui retient l'attention, connu pour circuler dans les rues de San Juan en Renault 12 ou en Ford Falcon. Il avait 26 ans à l'époque de la disparition de Marianne et le grade de lieutenant. Il va ensuite gravir les échelons, considéré comme un élément loyal et sans état d'âme, prêt à obéir à tous les ordres, même les plus extrêmes. Oliveira est inatteignable. 2 lois d'amnistie stoppent les poursuites engagées contre lui devant le tribunal. La famille Eriz ne se décourage pas. En mai 1999, son avocate française, maître Sophie Tonon, porte plainte à Paris pour séquestration avec torture. Le juge Roger Leloir est chargé de l'affaire. 2 juillet 2000, le quotidien argentin Pagina 12 publie un article consacré à un avocat spécialisé dans la défense des anciens militaires, un certain Georges Oliveira, l'ex-officier de San Juan, celui-là même soupçonné d'avoir enlevé Marianne Eriz. Il a pignon sur rue à Buenos Aires, impossible de faire procéder à son arrestation, toute demande serait vouée à l'échec, mais il est indiqué dans le journal que Georges Oliveira s'est envolé pour la France pour plaider devant le Parlement européen à Strasbourg. Il y défendra les victimes argentines de la guerre des Malouines. Une interpellation est alors étudiée, mais elle paraît vouée à l'échec.
Il ne s'agit pas d'un voyage privé. Oliveira est en mission officielle, protégé par son immunité professionnelle et un laissez-passer diplomatique. Impossible de l'arrêter sur le sol français, bien que cet homme ignore la plainte déposée dans l'affaire Herries. Impossible de l'arrêter à moins qu'il ne commette le moindre faux pas lors de ce déplacement suivi de près par le juge Leloir. Et on va voir que ce faux pas que la justice française attend, ce faux pas va être spectaculaire, mais on va le détailler dans le chapitre suivant. On a également comme invité dans l'heure du crime aujourd'hui le juge Roger Leloir. Bonjour Roger Leloir. Bonjour Monsieur Richard. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui de l'heure du crime. Avant que l'on raconte comment les choses vont se précipiter autour de ce fameux Oliveira, que contient le dossier dont vous héritez en 1999 ? Reprendre des dossiers, c'est pas seulement pour ce dossier-là. Enfin, ce dossier faisait partie d'un tout, puisque j'avais plusieurs plaintes concernant des disparitions en Argentine. Et effectivement, chacun de ces dossiers contenait un certain nombre d'éléments concernant la disparition de la personne, les personnes soupçonnées, les quelques éléments de témoignage que nous avions. Et effectivement, muni de tout cela, il fallait faire des commissions rogatoires internationales de façon à enquêter donc à l'étranger, en Argentine, ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident de commencer avec pas grand-chose dans un dossier. Oui. Alors justement, l'acteur principal du rapt de Marianne Herries, on l'a dit, c'est l'ex-militaire Oliveira, devenu avocat, c'est ça ? Cette personne, effectivement, est apparue dans le cadre de ce dossier comme étant la personne qui était susceptible d'avoir enlevé Marianne Herries. Nous avions un certain nombre de témoignages qui convergeaient et qui le mettaient en cause. Et qu'est-ce que vous avez, monsieur le juge, concrètement, à ce moment-là, comme accusation contre cet homme ? Nous avions comme infraction séquestration et torture, ce qui nous permettait, puisque les corps n'avaient pas été retrouvés, d'éviter la prescription, puisqu'on estimait que tant que la personne n'est pas retrouvée, la prescription ne peut pas courir. Donc ça nous permettait de faire notre enquête. Maître Sophie Thonon, vous êtes également l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. C'est vous, je l'ai dit, qui avez déposé cette fameuse plainte qui va tout déclencher. À partir de ce moment-là, vous le suivez à la trace, cet Oliveira ? C'est-à-dire que Oliveira, comme vous l'avez dit très justement, Oliveira s'est présenté devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg relativement aux marins de la guerre des Malouines, argentins. Et ensuite, il est protégé à ce moment-là par une immunité qui est propre au règlement vous pouvez pas l'attraper. De la Cour. Donc, les policiers avec lesquels j'étais en contact me disent c'est impossible, on doit attendre l'expiration de ce délai. Mais l'expiration de ce délai signifiait qu'il allait rentrer en Argentine et qu'à ce moment-là, c'était fichu en quelque sorte. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai mis en place tout un dispositif pour... Et dont on va parler. Mais je voudrais quand même que vous nous disiez un petit peu, parce que vous vous êtes renseigné sur son planning, sur ce qu'il faisait. Vous avez eu un contact en Argentine pour qu'on téléphone à son cabinet, voilà, absolument, etc. Absolument. Racontez-nous en quelques mots. C'est parce que ça, alors, très rapidement, comme c'est je le le dessous disais, des cartes. Mais... je ne pouvais pas attendre le délai des 15 jours. Donc, j'ai demandé à une amie, puisqu'on savait très bien quand est-ce qu'il allait théoriquement revenir en Argentine. Il était venu avec son associé, Appia, Maître Appia. Et donc, quand il arrive à l'aéroport, mon amie, qui était aussi journaliste française en Argentine, à Buenos Aires, voit Appia, l'associé, descendre seul de l'avion. Donc, elle lui demande où est parti Jorge Oliveira, son associé. Et à ce moment-là, il lui dit mais il est parti en Italie avec sa femme. Donc elle me transmet immédiatement l'information et c'est à ce moment-là que la course-poursuite a commencé avec Roger Leloir en Italie. Eh oui, mais c'est important parce que c'est vraiment l'enquête de la famille, l'enquête privée de l'avocat. Absolument. Qui va aboutir. Encore un mot. Philippe Broussard, auteur du livre La disparue de San Juan. Comment on est sûr que Oliveira est derrière tout ça ? Parce qu'il y a de nombreux témoignages figurant au dossier qui le mettent en cause. J'ai moi-même rencontré plusieurs témoins sur place à San Juan qui le mettent en cause. Et Oliveira a toujours dit sa réponse jusqu'à aujourd'hui. C'est de dire je n'ai jamais connu ni croisé Marianne Herries. C'est faux, je peux vous le dire. C'est même l'un de ses avocats qui me l'a dit, de manière très maladroite, mais qui me l'a dit. L'ex-officier et avocat Jorge Oliveira ignore en cette année 2000 la menace qui pèse sur lui. Il est à 1000 lieues de penser que la justice française le recherche et souhaite le juger. Le piège va se refermer.
En cette fin juillet 2000, maître Georges Oliveira, 50 ans, achève son séjour au Parlement européen de Strasbourg. Inarrêtable car couvert ici par son immunité professionnelle. L'avocate de la famille Herriz, Sophie Tonon, apprend alors que l'intéressé va séjourner quelques jours à Rome pour fêter avec son épouse leurs 25 ans de mariage. Un déplacement qui devient alors privé, sans aucune forme d'immunité. L'avocate se renseigne. Il est établi que les époux Oliveira sont inscrits sur un vol retour Rome-Buenos Aires le dimanche 6 août à 20h40. Le juge Leloir délivre alors un mandat d'arrêt international. Les autorités italiennes sont alertées. Le 6 août, des policiers en civil sont disséminés dans le hall des départs de Rome Fiumicino. Ils n'ont qu'une vieille photo de l'ex-militaire. Une hôtesse devra le désigner quand l'homme présentera son passeport. En une poignée de minutes, Georges Oliveira est arrêté. Il tombe des nues. Il affirme n'avoir jamais entendu parler de Marianne Herriz. La justice française est confiante. L'extradition de Georges Oliveira vers Paris ne doit être qu'une formalité. Une affaire de 3 mois au maximum. L'Argentine ne s'opposera pas à un procès en France de l'ex-officier commando. Celui-ci conteste les charges qui pèsent sur lui. Il reste néanmoins incarcéré. La procédure suit son cours jusqu'à l'audience du 15 septembre 2000. Ce jour-là, l'avocat d'Oliveira fournit au magistrat de la cour d'appel un certificat de décès de Marianne Herriz, indiquant que celle-ci est morte à une date où l'accusé ne pouvait pas se trouver à San Juan. Le document est accepté sans la moindre hésitation, ni demande de vérification. Il s'avérera que celui-ci est un faux grossier. Georges Oliveira est libre. Il s'empresse de rentrer en Argentine. Il vient une nouvelle fois d'échapper à la famille Herriz et au juge français. Le juge français qui est le juge Roger Leloir qui est avec nous dans cette heure du crime. Monsieur le juge, c'est une véritable déception parce que vous attendiez, je suppose, beaucoup de cette interpellation. Mais bien évidemment, j'attendais que les autorités italiennes acceptent l'extradition de monsieur Oliveira. Et malheureusement, malgré ma demande et malgré la demande des autorités françaises, ça n'a pas été le cas. Maître Tonon, vous êtes l'avocate de la famille Herriz. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a la production de ce document, cet avis de décès, qui est un faux. Personne ne vérifie ? Alors, je précise que non seulement c'était un faux, mais extrêmement grossier, puisque c'était un simple formulaire afin de solliciter auprès des autorités un acte en quelque sorte d'état civil. Donc, je veux dire, c'était absolument évident. Ça crevait les yeux. Ça crevait les yeux. De plus, il a été envoyé par fax. Je n'ai jamais vu un tribunal admettre une preuve qui est envoyé par fax, j'oserais dire, on ne sait pas trop, on ignore la provenance. Donc, il est bien évident, et je m'appuie aussi sur la grossièreté du faux, que déjà, la justice italienne avait pris sa décision, indépendamment de l'envoi de ce document. La décision était prise de ne pas accéder à la demande française. Alors, ce que précise Roger Leloir, il l'a indiqué, c'est que nous étions sur une caractéristique juridique de séquestration, donc d'une victime qui n'est pas là, et en produisant ce document de décès, on avait un crime. Voilà. Estimé, donc, prescrit. Voilà, et donc juridiquement, vous avez un crime et vous n'avez pas véritablement une séquestration. Exactement, donc on a un crime dont la prescription a commencé à courir à la date de la commission. Philippe Broussard, pourquoi protéger cet homme ? Même les Argentins, ils disent qu'en fait, ils s'en foutent, il peut être jugé en France, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, il se trouve que je suis allé en Italie à plusieurs reprises et j'ai retrouvé systématiquement tous les magistrats qui avaient pris cette décision à l'époque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont très embarrassés face à cette affaire qui, à l'époque, en Italie, avait fait grand bruit quand même. Il y a eu des enquêtes internes à la magistrature pour voir où était la faute. Je pense qu'il y a eu une part d'incompétence, peut-être de complicité, j'ai jamais pu le prouver malheureusement, mais il y a eu une faute grave, le fait d'abord d'accepter cette pièce qui était un faux manifeste, et puis dans la rapidité de la décision, j'ajouterais quand même une autre faute quand même, du côté français cette fois, parce qu'on peut taper sur la justice italienne, mais du côté français, je pense que les autorités, en tout cas nos représentants d'une certaine manière à Rome à l'époque, n'ont pas été très vigilants, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le suivi de cette affaire. On s'est dit, ça va passer, tranquille, c'est en Italie, après on s'arrangera avec les Italiens pour l'extradition. Non. Oui, parce que vous faites bien de dire ça, Philippe Broussard, parce qu'il y a quelque chose de curieux, il n'y a aucun représentant de l'État français
à cette audience, je crois. Le consul n'est pas là. On a laissé tomber un peu. C'est-à-dire on était sur le droit européen à ce moment-là. Effectivement, il s'agissait d'une procédure simplifiée. Donc quelque part, tout le monde a fait, du côté français, on avait confiance. Et non, il y avait quelqu'un qui suivait le dossier, mais qui peut-être, comme le dit Philippe Broussard, ne l'a pas suivi avec suffisamment de soin. Jorge Oliveira, accusé d'être le ravisseur et bourreau de Marie-Anne Herries, se retrouve en sécurité chez lui en Argentine. Du moins le croit-il. L'affaire du faux certificat de décès va là-bas aussi créer le scandale. La libération par la justice italienne de Jorge Oliveira grâce à un faux grossier choque au plus haut point les autorités argentines. L'ancien commando devenu avocat a beau protester de son innocence, il n'a jamais torturé, il n'a jamais entendu parler de cette Française et l'a encore moins violée. Il n'était à l'époque qu'un simple lieutenant et ne pouvait en aucun cas mener des opérations de ce genre, à savoir un rapt. Malgré tout, le scandale enfle. Des témoins, dont un sénateur et une avocate, affirment que le soldat Oliveira les a torturés dans les années 70. Un appelé du contingent avait indiqué que Oliveira se disputait avec un gradé la prisonnière française. Mais ce soldat a ensuite disparu. Un autre militaire témoigne que Oliveira a bien mené la perquisition au domicile de Marie-Anne Herries, l'appartement de la rue Sabatini. Les murs du cabinet de Jorge Oliveira sont alors couverts à Buenos Aires de graffiti « Oliveira, assassin ». L'enquête de la justice argentine va ainsi se poursuivre, facilitée par l'abrogation des lois d'amnistie en faveur des ex-militaires. Le 3 novembre 2008, après 8 ans d'investigation, Jorge Oliveira est arrêté à Buenos Aires. Il est écroué dans l'attente du procès pour crime contre l'humanité. Détenu dans une confortable prison où il ne manque de rien. Oliveira voit l'échéance de son procès régulièrement repoussée. Celui-ci finit toutefois par se tenir à partir de 2011. 7 ex-militaires comparaissent pour avoir fait disparaître et tuer 60 personnes. Aucun des accusés n'avoue le moindre crime ou se repent. Oliveira continue à affirmer que la disparition de Marie-Anne Herries lui est étrangère. Après 1 an et 8 mois de procès, 4 juillet 2013, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Maître Sophie Thonon, avocate de la famille Herries et aujourd'hui l'une de nos invitées dans le studio de l'heure du crime. Je suppose que c'est le soulagement pour la famille de Marie-Anne, sa mère qui a 85 ans à ce moment-là. Alors effectivement, la mère de Marie-Anne a toujours été, j'oserais dire, dans l'attente d'informations, a toujours bagarré pour savoir ce qu'était devenue sa fille. Alors certes, le procès a été un grand soulagement pour elle, mais la grande préoccupation aussi de Françoise Herries, c'était où est-ce que le corps de sa fille est enterré. Elle n'a jamais pu se recueillir sur la tombe de son enfant et c'est resté une obscurité dans ce dossier. Un juge d'instruction, parce que Roger Leloir ensuite a été nommé, si je ne m'abuse, à Bobigny, et plusieurs juges d'instruction se sont succédés. Le dernier juge d'instruction nommé a tenté de faire des démarches pour retrouver et entre autres faire une excavation d'une tombe aînée, c'est-à-dire les tombes anonymes dans le cimetière de Saint-Juan. À ce propos, je voudrais signaler, tout est concentré sur Marie-Anne et je m'en réjouis effectivement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres Français disparus en Argentine à la même époque, dans ces années de la dictature. Une quinzaine, une vingtaine de cas, je crois. À peu près, oui. Mais il n'y en avait dans l'instruction de Roger Leloir que 11, puisqu'ils devaient à chaque fois prouver leur filiation française. Il y a notamment un cas qui est connu, les religieuses. Il y a eu les 2 religieuses françaises pour lesquelles Alfredo Astiz, lui, a été condamné par la justice française, certes par contumace. Le tortionnaire aux yeux bleus, Alfredo Astiz. L'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est comme ça qu'on le surnomme. L'ange blond et l'ange de la mort. Tout un programme. Philippe Broussard, à ce procès, Oliveira, il dit rien finalement. Il a rien vu, il a rien fait. Lui se considère comme un prisonnier politique et d'une part victime de témoins, de magistrats, d'avocats, de journalistes d'extrême gauche. C'est sa vision de la chose. Et puis surtout, il dit effectivement, moi j'étais un simple lieutenant. On sait aujourd'hui que c'était faux. Non seulement il a été impliqué dans ce qui est arrivé à Marie-Anne et ce qui est arrivé à d'autres personnes, mais il était, pour ainsi dire, le responsable de ce service de renseignement officieux, en quelque sorte, qui s'activait
en marge de l'armée. Il était le chef. Et on le sait aujourd'hui, ça a été confirmé. Il peut nier les choses comme il veut, c'est une réalité établie du point de vue judiciaire. Pas de repentir, pas d'excuses et aucune information sur où pourrait être le corps de la Française. Non, bien sûr, et aucune, du mépris, simplement du mépris tout au long de l'audience pour la famille de Marianne. Françoise n'était pas sur place pour des raisons de santé, mais deux de ses enfants étaient présents sur place et il n'a exprimé que du mépris. Georges Oliveira ne va passer que quelques jours en détention. Il va réussir à s'échapper et fuir à nouveau la justice. Une longue cavale au cours de laquelle il va pouvoir compter sur ses vieux amis. 15 jours après sa condamnation, Georges Oliveira, incarcéré dans un hôpital militaire, prend la fuite avec un autre ex-officier de l'armée argentine également condamné. L'homme que la France voulait voir emprisonné depuis tant d'années se soustrait une nouvelle fois à la justice. Oliveira va ainsi passer 4 ans en cavale. Il peut compter sur ses amis militaires et sur l'argent d'une caisse noire qu'il avait lui-même organisée alors qu'il était avocat. Un fonds secret destiné aux anciens soldats recherchés par les autorités et dans lequel il puisera pour subsister. Le gouvernement argentin promet une récompense de 2 millions de pesos pour sa capture. Georges Oliveira sera finalement arrêté le 31 janvier 2017 dans la grande banlieue de Buenos Aires. Le tortionnaire de Marie-Anne Herriz, reconnu coupable et condamné pour le calvaire de la jeune Française, sera finalement assigné à domicile. Le corps de Marie-Anne Herriz, 24 ans au moment de sa disparition, n'a jamais été retrouvé dans le désert de San Juan. Roger Leloir, juge d'instruction et qui est l'un de nos invités dans l'heure du crime, est-ce qu'on peut dire, monsieur Leloir, que la justice est passée enfin ? Absolument, oui, ça montre que finalement, ces personnes et d'autres, parce que lui et d'autres, puisque on en a fait condamner d'autres, toutes les personnes qui étaient mises en cause, et ce qui montre que la persévérance des victimes, la persévérance de l'appareil judiciaire, la persévérance des juges, permet, in fine, d'arriver finalement aux condamnations de tous ces tortionnaires et de dire qu'il n'y a pas d'impunité pour ces gens-là. Oui, qu'il n'y a pas d'impunité. Et effectivement, Maître Sophie Thonon, avocate de la famille Herriz, une famille que vous côtoyez depuis maintenant des années et que vous connaissez parfaitement, est-ce que la paix est revenue dans cette famille après cette condamnation et finalement cet homme qui est assigné à résidence, il n'est même pas en prison, mais enfin il est identifié et arrêté. Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il est certain qu'un procès est pour les victimes, pour les ayants droit, puisque les victimes sont en général toutes des disparues, sauf quand les corps sont retrouvés. C'est un chemin thérapeutique qui apporte une certaine paix. Mais cela étant, comme je l'ai indiqué, ne pas retrouver le corps de l'enfant, c'est-à-dire... C'est terrifiant. Ça, c'est quelque chose de terrifiant. L'enfant continue d'être disparu et ça crée toujours une angoisse qui est permanente. Je voudrais, si vous me le permettez, reprendre à la suite de ce que disait Roger Leloir, le revirement juridique en Argentine de manière extrêmement brève. Comme vous l'aviez indiqué, il y a eu 2 lois d'amnistie qui ont empêché toute poursuite. C'est pour ça que Oliveira voulait à tout prix rentrer le plus rapidement possible en Argentine. Mais par la suite, ces lois ont été abrogées, vous l'avez indiqué. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Argentine a fait ce que très peu de pays font, c'est-à-dire d'ouvrir ses dossiers, de reprendre les enquêtes, de renommer des juges d'instruction et, certes, des années plus tard, se mettre à juger ces tortionnaires. C'est ça. Et actuellement, l'Argentine, la justice argentine est en train de construire, et c'est pour ça que Roger Leloir parlait de cette persévérance et des associations de victimes et des familles et de l'appareil judiciaire argentin, de cette persévérance pour arriver à effectivement ces condamnations. Et la justice argentine construit à l'heure actuelle une jurisprudence internationale sur le crime de disparition, le crime contre l'humanité, absolument unique au monde. Encore un mot, maître, vous parliez des recherches qui ont été vaines pour retrouver ce corps. Est-ce qu'on peut avoir un espoir, peut-être un jour, de la retrouver ? Est-ce que ça
continuent ces recherches? Alors, vous savez, quelquefois, on cherche, alors pas pour le corps précis de Marianne Herries, mais la justice argentine recherche effectivement à chaque fois des corps qui sont quelquefois retrouvés. Il y a le corps d'un Français qui a été retrouvé à la suite de la persévérance d'une maîtresse d'école avec ses élèves. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'un Français qui s'appelait Yves Domergue, que l'on pensait avoir été torturé pendant des semaines dans des camps près de Buenos Aires, il avait été arrêté à Rosario, à peu près 300-400 km de Buenos Aires. Eh bien non, il a été arrêté, certainement torturé, mais exécuté dans les heures qui ont suivi. Son corps a été retrouvé grâce à cette enquête. Donc il y a un espoir. De toute façon, alors, il y a toujours un espoir, et à l'heure actuelle, le dossier d'instruction est toujours ouvert à Paris. C'est important de le signaler, le dossier d'instruction est toujours ouvert. Philippe Broussard, Marianne Herries, ça reste un symbole, je crois, en Argentine. Si je peux me permettre, le dossier d'instruction est toujours ouvert, mais il y a quand même quelque chose d'assez étrange, c'est qu'un complice d'Olivera est actuellement détenu, enfin pas détenu, mais il a été identifié en Italie, il s'appelle Malato. L'Argentine a demandé son extradition, mais la France s'est pas du tout manifestée dans cette histoire. Alors, en gros, il y a dans un pays ami, l'Italie, même si on peut avoir des réserves à ce qui s'est passé dans le passé, détient d'une certaine manière un témoin potentiel important. Il faut en profiter pour le dire, Philippe Broussard, aujourd'hui. Voilà, donc, et peut-être faire un petit clin d'œil à la chancellerie, au ministère de la Justice, pour savoir ce qui se passe, parce qu'il faut leur passer le message. Et le message est passé dans l'heure du crime. Non, j'avais la question, c'est sur la symbolique, le symbole de Marianne Herries, parce que je crois que c'est très présent en Argentine, y compris en Italie d'ailleurs. Elle est connue là-bas. Oui, c'est connu. L'histoire de Marianne est davantage connue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Je voudrais quand même revenir sur une chose importante. Vous parliez de recherche du corps, on n'a jamais retrouvé effectivement, mais il faut savoir que Françoise Herries, qui s'est toujours battue pour connaître la vérité, la maman, a donné son ADN dans l'espoir qu'un jour, si on retrouve trace d'un corps quelconque, il puisse y avoir vérification de l'identité et enfin savoir où repose Marianne. Et c'est tout ce qu'on souhaite évidemment pour la famille Herries. Merci beaucoup Philippe Broussard, maître Sophie Thonon et Roger Leloir d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Piredu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.